pour enfants, chroniqueuse du magazine belge Le Vif, l'Express Weekend et Télépro. Grande cuisinière, elle publie en 2008 un livre de recettes préférées de sa sœur Amélie. Elle a aussi 2 romans à son actif, publiés chez Albin Michel. La conférence d'aujourd'hui s'appelle « Le livre de qui pour qui, telle n'est pas la question ». Elle va nous exprimer son avis et ses réserves concernant les catégories pour d'hommes, pour de femmes, et nous apprendre que pour elle, ce sont des étiquettes facilement contredites. Voilà, je lui cède la parole. Bonjour. Donc écoutez, je crois que vous allez devoir faire preuve de beaucoup d'indulgence parce que dans ma naïveté, je pensais que je passerais la première et quand on est premier, on essuie les plâtres, donc on a des excuses s'il y a des ratés. Malheureusement, je passe après 2 brillantes conférencières qui nous ont vraiment passionnés et je me suis aperçue que cette salle était pleine de barres. Et je peux vous dire que la barre, pour moi, ces 2 dames l'ont placée très haut et que pour être à cette hauteur, je vais devoir succoler, comme on dit à Bruxelles. Ce dont je voulais vous parler, c'est que vous venez à un salon du livre au féminin, donc j'estime qu'à bon droit, vous pensez que si on vient à un salon du livre au féminin, on va donc parler du livre au féminin, logiquement. Je me suis dit, ça va être banal, tout le monde va en parler parce que c'est obligatoire, mais je me suis dit, je ne pouvais pas y couper non plus. Donc je vais essayer simplement de vous exposer ce que j'en pense à mon modeste degré. Et je vais commencer par une image pour rendre hommage à mon papa, qui, lorsqu'il voit une grande table mise pour 8 ou 6 personnes, si au milieu de la table il y a un grand bol avec 2 kilos de cerises, il va regarder ça, c'est un grand gourmand, il va regarder les cerises et il va dire oui mais on a droit à combien par personne? Pas des kilos ou des grammes, combien de cerises? Donc il est très 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 pointu. Alors pour utiliser cette même image, vous avez donc droit à une conférence, mais par indulgence pour moi et par pitié pour vous, je vais essayer de ne pas vous endormir parce qu'il est bien connu que souvent les conférences, dans certains cas, peuvent inciter à une douce léthargie, surtout quand on vient de manger, ce qui n'est pas désagréable en soi, mais qui n'est pas le but premier tout de même de la conférence. Donc, pour en revenir à nos moutons, je suis désolée, je suis obligée parfois de lire un petit peu, je n'ai pas la vélocité langagière de mes prédécesseuses. Je ne sais plus, j'ai très mal écouté ma leçon. Donc ce sont mes prédécesseurs, pardon, c'est invariable. Donc, puisque vous avez témoigné la gentillesse et l'intérêt de venir, j'ai donc le plaisir d'essayer de satisfaire votre curiosité. On est toujours dans le droit, vous avez donc droit à ce sujet, au sujet du livre au féminin. Alors là, j'essaye d'être très modeste parce que le livre au féminin, pas seulement dans le domaine du livre, mais le terme d'un concept qui doit être féminisé, il faut le reconnaître que c'est tellement vaste que c'est ça peut être un fourre-tout. On peut faire dire tout et n'importe quoi à un concept, plus vaste il est, plus on peut raconter des fariboles. Donc je vais essayer de circonscrire un peu le sujet et surtout de vous parler de ma propre opinion qui ne regarde que moi et qui n'est qu'un partage avec vous. Alors, revenons donc à nos moutons. Donc, voilà, moi, comme je suis au milieu nous sommes à peu près une demi-douzaine de co-marraines, je vais utiliser le vrai terme, ce sont mes commères, parce que dans le passé, un commère et un compère, c'était les parrains d'un enfant. Donc mes illustres commères, prédécesseurs et successeurs, je fais figure ici au milieu du débat. Pour autant qu'il y ait débat, parce que c'est plutôt une conversation amicale. Donc, si débat il y a, je vais essayer d'avoir ce statut au milieu du débat qui sera le statut d'idiot du village. C'est un concept que j'aime beaucoup me concernant, parce que c'est vrai que l'idiot du village, c'est un peu l'innocent. Et je fais remarquer au passage que pour une fois, la langue française n'est pas misogyne, c'est toujours l'idiot du village et jamais l'idiote. Donc je revendique et je reste bien l'idiot, comme ça la femme est toujours l'intelligente du village, tandis que l'idiot, c'est réservé aux hommes. Chic, c'est un atout que nous allons garder dans notre jeu de femmes. Donc pour en revenir à l'idée de littérature au féminin, mes consoeurs en ont déjà parlé et vont encore en parler, je vais donc garder ma modestie. Et je vais aussi, dans cette mode de modestie, ouvrir mon parapluie et vous parler avec une image japonaise.
Quand un Japonais, peuple bien élevé, policé par excellence, à côté desquels nous faisons figure de grossier merle, quand un Japonais veut parler d'un sujet qui dérange un peu, ou vous poser une question qui n'est pas nécessairement discrète, il va commencer son discours par « c'est impoli, virgule, mais ». Ça, c'est le petit préambule. Une fois qu'il a dit ça, il est dédouané, c'est-à-dire qu'il peut vous sortir l'énormité qu'il veut, sous-entendu, je sais que c'est impoli. Pourquoi je sais que c'est impoli? Parce que mes parents m'ont bien élevé. Je connais les règles de la bienséance, je connais les règles de la politesse et je connais les règles de la discrétion. Je connais tout ça. Mais puisque je le connais, vous n'allez pas me prendre pour un impoli et donc je peux vous demander votre âge, votre poids, votre taille, si vous habitez chez vos parents, combien de maîtresses vous avez, etc. Une fois qu'on a dit c'est impoli, mais voilà. Donc moi, je vais faire la même chose, je vais dire c'est une énormité, mais personnellement la littérature au féminin, je trouve ça un petit peu ridicule et surtout très réducteur. Et pour vous parler d'un terme plus imagé et qui m'est plus familier, parce que nous sommes ici au milieu d'auteurs, d'écrivains, moi je suis surtout une modeste cuisinière, donc je vais garder mes métaphores culinaires et mes équivalents culinaires. Pour vous illustrer le propos de ce domaine féminin qui est un peu catalogué, en cuisine aussi, nous sommes en butte à ce genre de préjugés. Et il ne faut pas croire que c'est dans le passé, parce que dans le passé, effectivement, au siècle dernier, et surtout en Angleterre, il y a une tradition qui veut que dans les grands dîners chics, dans les châteaux, après le dîner, à l'heure où, après le dernier dessert et le dernier café, qu'est-ce qui se passe? Tous les hommes vont au petit salon avec des cigares, du cognac ou du Porto et du Stilton. Parce que le Stilton, c'est un fromage qui ne se mange qu'entre hommes. C'est trop bien pour les femmes. Donc, les hommes vont aller dans leur salon, manger leur Stilton, leur Porto et leur cigare, en parlant de quoi? Évidemment, de politique. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elles font les femmes? Elles vont dans le boudoir, avec des liqueurs sucrées, comme si une femme n'aimait pas une eau de vie de poire bien sèche. Non, les femmes, ça n'aime que les liqueurs sucrées et douces, surtout pas trop alcoolisées, parce que sinon, elles vont être pompettes. Et puis de quoi elles vont parler? Évidemment, entre femmes, de quoi ça parle? Les femmes, ça parle de broderie, de mode, mais jamais de politique. Évidemment, c'est bien connu, les femmes ne parlent pas de politique. Ça, c'est une caricature, ça nous paraît appartenir au siècle passé. On va utiliser un slogan bien connu aujourd'hui, oui, mais ça, c'était avant. Oui, mais en cuisine, qui est un domaine pourtant très progressiste, vous avez, dans nombre de revues culinaires, de livres culinaires, cette espèce de concept qui, personnellement, me hérisse au plus haut point, parce que c'est ma partie. On vous suggère des plats, des saveurs et des menus girly. Alors là, ça me fait sauter au plafond. C'est quoi un menu girly, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des cuisines, des livres culinaires et des recettes pour femmes? C'est un menu, d'abord c'est rose. Hein? Bon, alors, les menus roses, en général, c'est plutôt catalogué à la Saint-Valentin, mais pas pendant toute l'année. Là, les menus girly, comme par hasard, c'est la Saint-Valentin toute l'année. C'est toujours rose ou rouge, donc je peux vous donner un exemple. Vous avez d'abord un carpaccio de betterave, assaisonné de quoi? De vinaigre de framboise, bien évidemment. Après, on va avoir un cœur de filet de bœuf, hein, avec une sauce Aurore, qui est une sauce crémée avec un peu de purée de tomate pour l'arroser. Et en dernier lieu, vous aurez un sorbet à la violette, avec un coulis de fraises bien rouge, etc. Donc, avec tout cela, bien évidemment, arrosé de vin de dame. Parce que dans l'énologie et dans la science de l'alcool, c'est la même chose. Il y a des boissons pour hommes et des boissons pour femmes. Alors, l'idée qu'une femme aime bien s'accouder au café et boire un boc de bière, ça ne se fait pas. Dans la réalité, ça se fait, mais dans les livres de cuisine, c'est quand même encore politiquement incorrect. Donc, on en est dans les vins de femmes qui, comme par hasard, sont très sucrés. Comme si toutes les femmes étaient folles de sucre et que les hommes n'aimaient pas le sucre. Alors moi, voilà, c'est pour vous dire, là, les contre-exemples pleuvent tellement que je peux vous en citer 13 à la douzaine. Je connais nombre d'hommes qui adorent manger des desserts qui sont, comme on dit en Belgique, des suikerbeek, pour les Français, des becs sucrés. Et puis des femmes qui n'ont rien contre un steak béarnaise avec des frites et une bière, et pourtant elles ne sont pas moins féminines pour autant. Ça, c'est l'image culinaire. Vous avez maintenant l'image des cuisiniers, parce qu'il n'y a pas que la version des plats, il y a aussi la façon de cuisiner. La façon de cuisiner, de manière vraiment schématique, et qui est à peu près un consensus, et ce qui me hérisse également, c'est les femmes cuisinent comme des femmes, et les hommes cuisinent comme des hommes. Qu'est-ce que c'est cuisiner comme une femme?
c'est cuisiner de manière méticuleuse, de manière précise. Jusqu'à présent, rien de péjoratif. Mais évidemment, in cauda venenum, arrive la petite phrase qui tue, et qui dit, c'est aussi une cuisine servile. C'est-à-dire, mon livre de cuisine a dit 101 grammes de poireaux. Moi, je mets 101 grammes de poireaux parce que c'est écrit là. Ou parce que ma grand-mère l'a dit à ma mère, qui me l'a dit à moi, ou parce que la tante une telle faisait comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais j'obéis. Donc, voilà, la femme cuisine de manière méticuleuse, servile et sage. Je sais que c'est très choquant à entendre, mais vous lisez ça souvent, vous entendez ça très souvent. Comment cuisine un homme? Alors l'homme déjà, il ne fait pas beaucoup de préparatifs. C'est sa femme qui doit lui préparer, aller à lui faire ses courses et lui acheter ses ingrédients et les lui préparer. L'homme va prendre sa poêle, il va faire un très grand feu, parce qu'il n'aime pas les petites flammes douces. Non, non, grand feu, une grande poêle, un steak qui n'a pas pesé, parce que ça le barbe. La balance, rien que l'idée de la balance, ça l'embête. Donc il va jeter son steak dans la poêle, puis il va prendre une bouteille de gnôle, et la gnôle, il va la renverser à 180 degrés, parce que là, ça fait une belle flamme, ça flambe le steak, et ça au moins ça a du goût. Et puis je ne suis pas la recette, parce que la recette, ça m'embête. Moi, je fais à mon instinct, et ça sera délicieux. Bon, de nouveau, quelle énormité! Combien de fois n'ai-je pas vu des femmes qui cuisinent aussi avec la bouteille, qui cuisinent à l'instinct, et c'est très bien, qui cuisinent avec imagination, et à côté de ça, des hommes qui trouvent qu'une recette, ça se respecte, parce que quelqu'un s'est donné la peine de l'inventer, et que ma foi, on ne va pas la galvauder, on va essayer de suivre à la lettre pour reproduire cette saveur qu'on recherche, etc. Enfin, pour en revenir à notre propos, nous avons la littérature. Alors, qu'est-ce que c'est une littérature de femme? Un livre écrit par une femme. Alors, il y a des tas de gens qui vont vous dire « Ah, on voit bien que c'est un livre écrit par une femme. » Déjà, on voit. Qui ça, c'est qui on? Hein, bon, ma maman me disait « Prenons un colis. » Voilà, elle avait raison. Donc, on voit bien que c'est un livre de femme. Le personnage féminin, les femmes vont s'y identifier. Alors là, moi, je vais simplement infirmer ça par un contre-argument qui est extrêmement célèbre et que tout le monde connaît certainement ici. C'est notre grand ami, l'écrivain excellent et brillant Gustave Flaubert, qui avait dit « Madame Bovary, c'est moi ». Or, Gustave Flaubert, c'était plutôt un mec. Quand on le voyait, il était masculin. Il n'avait pas un physique efféminé, c'était pas un dandy. Malgré tout, il s'est identifié à son héroïne, qui n'est pas une héroïne homasse ou garçon manqué. Il n'y a pas plus féminin que Madame Bovary. Elle est sensible, elle est rêveuse, elle est utopiste, elle est idéaliste, elle est tragique. Elle a vraiment toutes les caractéristiques féminines, aussi bien morales que physiques. Et pourtant, Gustave Flaubert, qui était vraiment un mec de chez mec, s'est identifié à elle. Et vous, mesdames, quand vous avez lu Robinson Crusoe, est-ce que vous ne vous êtes pas senti vous-même Robinson Crusoe? Et pourtant, vous n'en êtes pas moins des femmes pour autant. Donc c'est simplement, pour en revenir à mon propos principal, il n'y a pas une littérature de femmes pour les femmes, une littérature d'hommes pour les hommes. Il y a seulement dans la littérature des livres qu'on aime avec son cœur, qu'on aime avec son intérêt, avec son intelligence, et qui sont simplement de grands moments de partage entre hommes et femmes. Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Nothomb? Même des conseils culinaires, hein, je suis là pour ça aussi. Tant mieux, je vais être sauvée par le gond, parce que si on me pose une question piège, madame là-bas, j'ai parlé trop vite. Mais on dit souvent, Oui. souvent héroïne de roman que héros. Non, il me semble que non. Je crois qu'il y a vraiment... J'ai pas fait de comptage, remarquez, hein, donc... Oui, voilà, mais je disais un petit peu, je suis très intéressée par votre sujet de la gastronomie, mais je me disais, au fond, peut-être que ça change, mais les grands chefs dans les grands restaurants sont quand même en majorité des hommes. Alors, quelle serait votre explication? Mon explication est d'abord traditionnelle, c'est-à-dire que très vite, dès la naissance des vrais restaurants et non pas des auberges, donc les vrais restaurants, c'est une invention assez récente qui date du 19e siècle. Avant ça, il y avait une auberge ou alors il y avait des grands cuisiniers chez les riches particuliers.
Mais le concept du restaurant en tant que tel est un concept assez récent. Et le travail était réservé à des chefs pour un motif. D'abord, il faut le reconnaître qu'un chef cuisinier, c'est un métier extrêmement physique, c'est un métier d'athlète. Il faut reconnaître aussi que dans le domaine du sport, la parité, malheureusement, à part pour l'équitation, la parité n'existe pas dans le domaine du sport. Or, cuisiner demande énormément d'énergie physique, de force physique, et ça, on peut inventer ce qu'on veut, mais on n'aura jamais une musculature masculine. Ceci étant, il y a des tas de femmes qui ont beaucoup de résistance et beaucoup de capacité physique, et il y a des hommes qui sont faiblards et qui n'ont pas d'énergie. Donc, ce qui explique qu'il existe de plus en plus de chefs féminines. Donc, il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté prestige. Il faut reconnaître que pendant des siècles, les métiers prestigieux étaient réservés aux hommes, même quand ils portent le même nom. Un cuisinier, c'est beaucoup plus prestigieux qu'une cuisinière. La cuisinière, c'était la popote à la maison. Un secrétaire, c'était un adjoint à un ministre. Une secrétaire, c'est la petite gratte-papier, jusqu'il y a de ça très peu. Aujourd'hui, c'est devenu une assistante. D'ailleurs, on n'emploie plus trop de secrétaires pour les femmes parce que ça prête à confusion de tout simplement le petit sous-fifre. Donc voilà, il y a vraiment, c'est une image qu'il faut transgresser, mais qui effectivement est plus difficile que dans d'autres domaines parce que nous sommes handicapés tout de même par la force physique qui n'est pas à négliger dans le métier cuisinier. J'en sais quelque chose. C'est bien vrai ce que vous dites. Par exemple, on dira une poulette, c'est une femme un peu légère. Un poulet, ça peut être un commissaire de police. Oui, c'est tout de même péjoratif. Mais le poulet, c'est aussi un billet doux. Donc voilà, ça... Et la poulette est une excellente volaille qu'on ne mange plus beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. On dira plutôt un coquelet, mais voilà. Des questions? Mais votre sœur est ultra connue. Est-ce qu'elle pratique elle-même vos recettes de cuisine? Elle ne les pratique pas, elle les teste. Mais c'est très précieux pour moi. Elle ne sait pas cuisiner. Elle ne sait pas cuisiner, mais elle est comme mon frère qui m'a confessé qu'il était du côté des mangeurs. Il en faut. Que serions-nous cuisiniers sans dégustateurs et que serions-nous auteurs sans lecteurs? Donc nous sommes vraiment redevables à tous les lecteurs qui ont bien voulu visiter le salon parce que nous n'existerions pas sans eux. On va s'arrêter là-dessus alors. Merci Madame Nothomb. Dans Merci. quelques instants, j'accueillerai Samantha Borsi.